Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Merci également aux propriétaires de la ferme de la famille Poulin. Merci aux gens des municipalités, des dignitaires qui sont ici aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on célébrait la mi-mandat du gouvernement de M. Couillard. Célébrer, c'est un grand mot, parce que les résultats ne sont pas si éloquents qu'on s'attendait. À l'UPA, on a régulièrement dénoncé l'attitude du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis. Pendant les 18 premiers mois de son mandat, il ne se passait absolument rien. Il fallait attendre le rapport de la commission sur la révision des programmes de Mme Robillard. Il fallait attendre le rapport sur la table de travail sur la sécurité du revenu. Il fallait attendre le rapport Pronovo sur la relève, attendre le rapport Gagné sur l'industrie acéricole, la caperne. Il fallait seulement attendre. 18 mois d'attente. Dans les 6 mois suivants, là, on a commencé à sentir où le ministre Pierre Paradis s'en allait, puis on s'est vite ennuyé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis, c'est un modèle à deux niveaux. Le premier niveau, la grande industrie, les multinationales, l'intégration va s'occuper de la production de masse. Deuxième niveau, l'agriculture de proximité. Le ministre de l'Agriculture table beaucoup sur l'agriculture de proximité, qui va exister qu'à proximité des grandes villes, ça le dit. C'est une agriculture que nos grands-parents ont abandonnée parce que ça les maintenait dans la pauvreté. Quand tout le monde sort des produits en même temps, la même journée, puis il y a une espèce de cannibalisation qui se fait, ça prend, on ne peut pas faire tous des carottes dans le même village. C'est quand même le modèle qui suggère. Entre les deux, il y a des milliers d'entreprises de type familial qui ne font pas partie de la vision du ministre de l'Agriculture. En passant, je ne l'ai jamais entendu prononcer le mot ferme familiale. Puis il a même choisi les productions qu'on va y pratiquer. La filière porcine a été choisie. Mais j'ai bien dit la filière, j'ai pas dit les producteurs de porc. Ça, c'est clair. La production bovine n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait, on est rendu à 30% de diminution de production de bœuf au Québec. Tout à l'heure, j'étais en entrevue avec une radio de la Pocatière. On a diminué nos volumes de 30%. Puis là-dessus, tous les abattoirs du Québec sont tous fermés. Ça fait qu'on exporte 90% de ce qu'on produit, puis on réimporte toute la viande de bœuf qu'on consomme. La mise en marché collective, c'est le sujet de ce matin. Dans les années 30, des économistes américains ont étudié les particularités du marché agricole. Puis ils en sont venus à identifier ce qu'on a appelé le problème agricole ou l'exception agricole. Ça, c'est à 4 niveaux. C'est au niveau, ça s'appelle l'imprévisibilité, la périssabilité, l'atomicité puis l'inélasticité. On va vous expliquer ça dans pas long. Ça, la mise en marché collective au Québec est venue intervenir à 3 niveaux. Sur les 4, il est venu intervenir sur les 3 sur les 4. Aux États-Unis, ils ont préféré, eux autres, supporter l'agriculture à coût de millions par des rachats de surplus dans certaines interventions. Nous autres, au Québec, la mise en marché collective nous a permis d'intervenir dans ces affaires-là. L'imprévisibilité, on travaille avec du vivant, on travaille avec la nature, la qualité des récoltes, on la connaît pas, les volumes de récoltes, c'est difficile à identifier. Mais quand on met toute notre production ensemble, c'est là que ça nous permet d'avoir des volumes qu'on peut connaître, qu'on peut mettre sur le marché. Le producteur qui a des problèmes dans son troupeau, il ne perd pas son marché. Ça se trouve être l'ensemble de la gang qui ont réussi à faire le produit que lui n'a pas pu faire parce qu'il y a eu un problème une année X. On a pu intervenir à ce niveau-là. La périssabilité, c'est le fait que le produit est périssable. Le lait, quand le bassin est plein, on ne peut pas dire on va attendre que les prix s'améliorent, il faut le sortir. Dans les productions animales, c'est la même chose. Un porc, quand il est prêt pour le marché, on ne peut pas attendre 2 semaines. Les volailles, c'est toute la même chose. Ça fait que la mise en marché collective peut faire en sorte qu'on connaisse des volumes importants. L'abattoir, un matin, à Exceldor, à Saint-Anselme, assez que les poussins qui sont nés de telle date, ils vont rentrer de telle date dans son abattoir. C'est la mise en marché qui a permis ces choses-là. L'atomicité, c'est le fait d'être des milliers et des milliers de producteurs à produire la même chose avec quelques acheteurs. Encore là, la mise en marché collective a permis de rassembler des volumes et puis de mieux intervenir à ce niveau-là. Puis, le dernier qui est l'inélasticité, ça c'est que quand les télévisions sont moins chères, on peut en acheter 2, même en acheter 3. Les voitures baissent de prix, on peut changer notre voiture plus rapidement.
Mais quand même que la nourriture serait moins chère, on mange pas plus. On tombe pas à 4 repas par jour parce que le steak haché n'est pas cher. Ça marche pas, ça. Ça fait que le fait de dire, si les prix baissent, ça va consommer plus, c'est pas vrai, ça. Il y en a qui tentent de nous dire ça, mais c'est pas vrai. Puis là, ben, ça nous a permis, la mise en marché collective, de maintenir des petites fermes sur l'ensemble du territoire. Contrairement au modèle américain, où les fermes sont énormes, afin d'être toujours plus gros que l'autre, en espérant avoir des meilleures conditions de marché. Parce que là, chaque producteur s'en va vendre son stock à quelqu'un. Puis là, ils se compétitionnent l'un et l'autre. Puis là, ben, c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas le même modèle. Dans le secteur laitier, Mme Cyr en a fait une belle démonstration tout à l'heure, tout ce que la mise en marché a permis. Si on a aujourd'hui autant de fromage fin, c'est parce que collectivement, on a investi dans la recherche, dans le développement du marché, dans le marketing pour développer ces fromages-là. Ce que c'est qu'on n'a pas dans l'Ouest, mettons. Puis là, ça fait 2 ans qu'au niveau laitier, ben, c'est un petit peu moins facile que c'était parce que le gouvernement fédéral, qui veut toujours avoir des bonnes relations commerciales avec les États-Unis, ben, laisse entrer des concentrés de protéines qui viennent mettre en péril nos fermes laitières et déstabiliser le secteur. Une production fermée qu'on produisait seulement en fonction des besoins intérieurs, ben là, il vient de rentrer du stock par l'accotement, qui fait en sorte qu'il passe à côté des règles. Et puis là, ça fait en sorte que ça vient déstabiliser l'approvisionnement des usines. Et puis là, ben, ça vient influencer le prix aux producteurs, puis c'est un petit peu plus compliqué. Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre. M. Paradis était à Atlanta l'année passée, avait été à Hawaï pour défendre la gestion de l'offre. Il souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. Un petit peu bizarre à entendre. Pierre Paradis admire l'article 21 du rapport Gagné au niveau de la sériculture qui permettrait au ministre de l'Agriculture d'intervenir, d'invalider ou des décisions de la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles, ça, c'est pas une invention d'esprit, c'est là depuis longtemps, et ça vient mettre en place, c'est le gardien de la loi sur la mise en marché des produits agricoles. S'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut au niveau des règles, ben, la Régie va intervenir. À toutes les fois qu'une fédération met en place un nouveau règlement, un nouveau système, il faut le déposer devant la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles octroie, mais c'est perdu, là. Donne la responsabilité à la fédération spécialisée d'appliquer le règlement. Et puis c'est un tribunal administratif indépendant qui est apolitique. Il ne faut pas que le ministre se mêle de ça. L'exemple que je donne souvent, c'est ce que Pierre Paradis souhaite. C'est comme si le ministre de la Justice pourrait intervenir dans un procès pour dire au juge, non, tu n'as pas bien fait ça, c'est moi qui vais décider. Pas ça. Comme le modèle que Pierre Paradis préconise ne touche que quelques entreprises agricoles, je parlais tantôt, les super grosses et les super petites, ben, il se questionne régulièrement sur l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% des producteurs agricoles du Québec. Après que la Fédération de la relève agricole ait sondé 700 jeunes sur la relève, ce sondage-là ait révélé que la totalité des jeunes, ce qu'ils souhaitent, c'est d'être propriétaires de leur terre et d'y travailler à temps plein. C'est ça que la relève a dit. Ben, Pierre Paradis martèle le message que les jeunes sont freinés dans leurs aspirations par la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne. Ils ne peuvent pas atteindre les marchés, puis la valeur des quotas est trop élevée. Il n'y a pas une vraie lecture de la relève agricole. La relève l'avait. La relève l'avait, la vraie lecture. Il n'a pas voulu rencontrer la relève. Il a préféré demander à son bon ami Jean Pronovo de faire une enquête sur la relève. En passant, deux rapports, celui de M. Pronovo et celui de M. Gagné dans le sirop, des rapports qui ont été commandés pour un montant de 99 000 chacun, parce qu'à 100 000 tu dois aller en appel d'offres, alors qu'à 99 000 ben, tu peux y aller entre amis. Après que l'UPA, depuis plusieurs années, souhaite et demande une révision du principe de taxation du foncier agricole pour le rendre comparable à d'autres systèmes de taxation appliqués à d'autres provinces, Pierre Paradis a annoncé des modifications mineures où est-ce qu'on va prendre de l'argent au MAPAC pour le transférer au ministère du Revenu sans aucune mesure pour freiner l'augmentation du coût du programme qui est rendu au-dessus de 130 millions et qui va continuer à augmenter. On a des bien-pensants qui nous disent « Ouais, mais regarde, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. En Nouvelle-Zélande, le foncier agricole n'est pas taxé. » Ça fait que là, on est loin de ce qui peut ressembler ici. C'est pas pour faire ça. Je pense qu'il y a moyen, comme au niveau en Ontario, il y a des principes de taxation qu'on a suggérés l'année passée au ministre Paradis qui auraient été équitables pour tout le monde et puis qu'il n'a pas été retenu.
Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et à vouloir se rappeler ce qui va bien. Il y a aussi support aux productions de céréales qui est remis en question. Quand j'ai écrit ça, j'ai dit remis en question. Maintenant, la décision est rendue. Il n'y a plus de surrentabilisation au niveau du maïs et du soya. Et puis, les productions de petites céréales, ben, les façons de calculer les pertes ont tellement été modifiées par la financière agricole que l'assurance aviation va intervenir de moins en moins. Pendant qu'aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions par jour, je le disais tout à l'heure, hein, le Farm Bill américain, c'est 900 milliards de dollars sur 10 ans, c'est 90 milliards de dollars par année, ça fait 164 millions de dollars par jour que le gouvernement américain supporte son agriculture. Pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement sont partout en Ontario. Des projets de production bovine, on a eu l'autre semaine d'annoncer au niveau des maritimes des projets de production au niveau de la viande de bœuf. On a au niveau en Ontario une serre de recherche qui a été annoncée la semaine dernière où est-ce que l'Ontario veut devenir le leader en production séricole. Ben, vous l'avez probablement dans votre pochette, là, un graphique qui parle des investissements agricoles au Québec qui tendent à baisser, alors qu'en Ontario ou au reste du Canada, ça monte. Ça veut dire ça que le potentiel qu'on aurait d'investir au Québec, ben, on ne l'atteint pas parce qu'il y a un manque de vision puis il manque un signal clair. Pierre Paradis tente de vouloir abandonner le modèle de ferme familiale qu'on s'est donné depuis 50 ans. Ça, souvent, on a sondé la population du Québec, puis les Québécois se reconnaissent, les Québécois souhaitent que ce modèle-là perdure dans le temps, le modèle de ferme familiale à dimension humaine, qu'on appelle. Une région comme Chaudière-Appalaches, les opportunités, l'augmentation de production, on est alentour de 10 par année, c'est super. Au niveau d'autres productions, ben, on pourrait faire mieux. Puis comme on n'est pas dans la plaine du Saint-Laurent, on n'est pas au centre du Québec, on n'est pas en Montérégie, ben, on ne pourra pas faire du maïs partout. Et puis on est une région fourragère, puis il n'y a aucune espèce d'encouragement pour les régions fourragères au niveau du gouvernement. On peut produire davantage de bœuf, on peut produire du mouton. On importe plus de 50%, on consomme pas de mouton tant que ça, on importe plus de 50% de ce qu'on consomme d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y aurait des belles opportunités de produire des viandes comme le bovin ou le mouton dans la Chaudière-Appalaches, et puis le signal n'est pas là, pas du tout. Aujourd'hui, on partage cette activité-là avec les élus, les gens de notre région. Après que le gouvernement ait aboli les outils de développement régionaux comme les CRE, les CLD, là, c'est Pierre Paradis qui continue la job en abandonnant l'agriculture des régions. Le premier ministre Philippe Couillard a confié à Pierre Paradis le ministère de l'Agriculture. Ça, là, c'est pas un petit ministère, c'est quelque chose d'important qui a une influence sur le PIB de la province. C'est un ministère d'importance. Et après 2 ans, force est de constater que Pierre Paradis ne fait pas la job qu'on lui a confiée. Puis là, s'il n'y a pas de redressement ou de resserrement des politiques d'ici les 2 prochaines années, après 4 ans de gouvernance du gouvernement de M. Couillard, le Québec agricole aura pris un retard considérable par rapport à ses voisins. Ça fait que je vous remercie, c'est un peu ça que je voulais vous raconter ce matin. Merci de votre attention.